Je me tenais devant la lourde porte en chêne sur mesure du domaine de luxe que je connaissais si bien dans la communauté fermée de Calabaza. L'épuisement accumulé pendant le vol à travers le pays pour rentrer à Los Angeles s'est évanoui en un instant, remplacé par une désolation incompréhensible. J'ai glissé la clé dans le pêne dormant, l'ai tournée une fois, puis une autre, mais la porte est restée aussi immobile qu'un mur de forteresse. Convaincu que je n'avais pas pu me tromper, j'ai réessayé, mais le résultat a été le même. La porte était verrouillée de l'intérieur. Un vague malaise a commencé à s'insinuer dans mon esprit. J'étais intentionnellement rentré un jour plus tôt de mon voyage d'affaires pour surprendre mon mari, Vaughn. Au cours de nos 7 années de mariage, ces surprises romantiques étaient devenues de plus en plus rares, mais je voulais raviver la flamme entre nous. Cependant, la première surprise de la journée semblait être pour moi. J'ai sorti mon iPhone et composé le numéro de Van. La sonnerie fut longue et nerveuse. Il n'a décroché qu'à la 5e sonnerie. Sa voix semblait étrangement précipitée et troublée. « Eh, Sloan, tu as déjà fini de travailler. »« Eh bien, je viens de rentrer. Je suis devant notre porte d'entrée. Pourquoi est-elle verrouillée de l'intérieur ?» J'ai essayé de garder ma voix aussi sereine que possible. Il y a eu un silence de plusieurs secondes à l'autre bout du fil. Au loin, je pouvais entendre le faible fracas des vagues de l'océan et une musique forte et entraînante. Van n'était certainement pas dans une salle de conseil. Mon cœur a commencé à battre à un rythme irrégulier. Oh, c'est vrai. Je suis en fait dans une réunion très critique avec un partenaire en capital risque. Je ne serai probablement pas de retour avant tard ce soir. Prends un Uber et va chez tes parents à Pasadena pour la nuit. D'accord, je viendrai te voir demain matin à la 1re heure. Sa voix suintait la tromperie. Chaque mot qu'il prononçait était une aiguille transperçant ma confiance. Et où exactement se tient cette réunion incroyablement bruyante qui donne l'impression que tu es sur une plage, ai-je demandé, sentant un frisson glacial me parcourir l'échine. Je suis à un sommet à Miami, à South Beach. Écoute, mon PDG m'appelle. Je dois raccrocher. Je t'appellerai ce soir. Je t'aime. Il a raccroché à la hâte, sans me laisser la chance de poser d'autres questions. Je t'aime. Comme ces 2 mots résonnaient vides et nauséabonds dans ma tête. Je les avais entendus des milliers de fois au cours des 7 dernières années, mais ils ne m'avaient jamais autant donné envie de vomir qu'aujourd'hui. Me sentant totalement impuissante, j'ai traîné ma valise Ramoa vers l'entrée de la communauté. J'étais sur le point de commander un Uber Black pour la maison de mes parents quand Harrison, le gardien de sécurité du domaine qui faisait sa ronde, m'a aperçu et m'a salué poliment. « Eh bien, Madame Sterling, déjà de retour de votre voyage. Vous avez l'air en forme. »« Salut, Harrison. »« Oui, je viens de rentrer. » J'ai forcé un sourire crispé. « Dites, Harrison, est-ce que quelqu'un est passé à la maison aujourd'hui ? » « Attendez, vous n'êtes pas parti en voyage avec la famille. » Le gardien m'a regardé, les yeux écarquillés de surprise. « Hier matin, j'ai vu Monsieur Arthur Sterling emmener votre mari et le reste de la famille à l'aéroport de LAX. Ils étaient si fiers, me disant qu'ils allaient tous à Maui pour une semaine afin de célébrer une nouvelle énorme. Il y avait une jeune femme magnifique avec eux aussi. D'après ce qu'ils m'ont dit, elle était la fiancée de Monsieur Vaughn, et la grande nouvelle était une grossesse. Alors, ils s'envolaient tous pour Hawaï pour fêter ça. Monsieur Arthur était aux anges d'avoir enfin un petit garçon pour perpétuer le nom de la famille. Je les félicitais, bien sûr. Chaque mot du gardien était un coup de masse sur mon crâne. Grande nouvelle. Fiancée, grossesse, Maui, toute la belle famille. Mon esprit a sombré dans une tornade chaotique et angoissante d'informations. Le rideau de mensonges méticuleusement tissé par mon mari et sa famille venait d'être impitoyablement déchiré par un tiers ignorant. Je ne me souviens même pas comment j'ai dit au revoir au gardien. Quand j'ai repris mes esprits, j'étais de retour devant cette lourde porte en chêne avec une détermination terrifiante dans les yeux. Je devais entrer dans cette maison. Je devais connaître la vérité. J'ai appelé un serrurier d'urgence haut de gamme. Ma voix était si froide et résolue qu'elle m'a même surprise. La douleur et la trahison se condensaient lentement en une énergie sombre, prête à tout détruire sur son passage. La tempête en moi ne faisait que commencer. Après avoir lutté pendant près de 20 minutes, le serrurier a essuyé son front, a passé ma carte et a pratiquement sprinté vers sa camionnette comme s'il avait senti l'air toxique et suffocant qui m'écrasait.
Un lourd claque métallique a annoncé que le peine dormant était désengagé. J'ai poussé la porte avec précaution et suis entré dans la maison que j'avais fièrement appelée mon foyer. L'odeur des pivoines blanches, que ma belle-mère faisait livrer chaque semaine, m'a frappé les narines. Mais aujourd'hui, même ce parfum me donnait la nausée. La maison était vide, mais des traces d'un départ précipité étaient partout. Des coussins jetés sur le canapé Restauration Hardware, un verre à moitié vide de Pellegrino sur l'îlot en marbre. Mon cœur s'est emballé alors que je m'approchais du mur de la galerie où nous gardions nos portraits de famille. Je me suis figé. Juste entre notre photo de mariage et les photos de nos voyages de ski à Aspen au fil des ans, un tout nouveau cadre en argent trônait en bonne place. Sur la photo, toute ma belle famille souriait radieusement dans le terminal de l'aéroport, mon beau-père, ma belle-mère, mon beau-frère Brox et sa femme, Yvonne. Il était au centre, une main sur l'épaule de sa mère, et l'autre enroulée autour de la taille d'une jeune femme inconnue. Elle arborait un sourire triomphant et une robe de créateur ajustée qui soulignait clairement son ventre de femme enceinte. Il ressemblait à la parfaite famille heureuse et authentique, et moi, l'épouse légale, n'étais qu'une spectatrice superflue, une nuisance. Un frisson violent m'a parcouru l'échine. J'ai couvert ma bouche avec ma main pour étouffer un sanglot. En titubant, je me suis dirigé vers le bureau de Van et j'ai réveillé l'iMac partagé. Avec des doigts tremblants, j'ai tapé le mot de passe, notre anniversaire de mariage. Au moment où l'écran s'est allumé, la première chose que j'ai vue était un email de confirmation pour un complexe hôtelier de luxe 5 étoiles à Maui, réservé au nom de Von Sterling. Invité, Von Sterling, Tatum Vance, suite pour couple face à l'océan. Durée, 1 semaine. Une larme chaude a finalement coulé sur ma joue. J'ai cliqué sur notre flux de photos iCloud partagé, l'espace même que j'utilisais fièrement pour montrer à mes amis nos moments heureux. Et puis le véritable enfer s'est déchaîné sous mes yeux. Des centaines de photos étaient en train de se télécharger activement dans un album intitulé Célébration familiale à Maui. Van donnant à manger à cette femme des bouchées d'une coupe de fruits tropicaux. Ma belle-mère se promenant sur la plage en lui tenant la main, la regardant avec la même affection tendre qu'elle réservait à une fille. Mon beau-père posant sa main sur son ventre, souriant avec une satisfaction absolue. Toute la famille levant des flûtes de champagne. Vaughn et cette femme, Tatum, assis en bout de table. Ils étaient extatiques, s'amusant comme des fous, célébrant leur trahison ultime. Dans leur monde, j'avais été complètement effacé. J'ai cliqué sur les photos une par une, sentant mon cœur se déchiqueter. Il y avait un gros plan du visage de Tatum. Elle avait des traits acérés et prédateurs, et un sourire qui, tout en se voulant innocent, était ouvertement provocateur. C'était comme si elle me regardait droit dans les yeux, se moquant de ma stupidité et de mon ignorance. Il y avait aussi de courts clips vidéo. Des rires animés. La voix de ma belle-mère appelant Tatum notre belle nouvelle fille. La voix de Van promettant que dès que les papiers seraient réglés, il donnerait à la mère de son enfant la vie qu'elle méritait. Tout. Ces papiers, c'était moi. Un obstacle à éliminer sur leur chemin vers le bonheur. Un problème à résoudre. 7 ans d'amour, 7 ans de dévouement, 7 ans de sacrifice. Tout cela se résumait à cette horrible réalité. Je n'avais pas seulement été trahi par mon partenaire de vie. J'avais été poignardé dans le dos par toute sa famille. Des gens que j'avais respectés et aimés comme ma propre chair et mon propre sang. J'ai refermé l'écran de l'iMac. Le son a résonné dans la pièce silencieuse. La vérité, cruelle et indéniable, était révélée. Les larmes ont cessé. À leur place, s'élevant des profondeurs absolues de mon âme, une flamme violente de haine s'est enflammée. S'ils voulaient une guerre, ils allaient en avoir une, et je n'en serais pas la victime. Lorsque le choc initial s'est estompé, un vide terrifiant s'est emparé de moi. Je me suis laissé glisser le long du mur froid, assise sur le parquet, regardant fixement le vide. J'ai tout repassé dans ma tête, cherchant les signaux d'alarme que j'avais aveuglément ignorés. Les appels téléphoniques soudains et urgents de Van, ses voyages d'affaires erratiques sur la côte est, la Rolex absurdement chère que ma belle-mère se vantait qu'un partenaire commercial lui avait offerte. C'étaient toutes les pièces d'un puzzle de fraude magistralement orchestré, et j'avais été la seule idiote dans le public à ne pas connaître le scénario. D'un pas lourd, je suis sorti sur le balcon et j'ai pris une grande bouffée d'air frais de la nuit californienne. Les lumières de la vallée clignotaient au loin, mais pour moi, le monde était peint en cendres. C'est alors que j'ai vu ma voisine d'en face, Vivienne,
promenant son labradoodle. En m'apercevant, elle m'a salué avec enthousiasme. « Oh mon Dieu, Sloan, tu es de retour. Je pensais que tu étais parti avec la famille. » J'ai à peine réussi à esquisser un sourire tordu. « Oui, j'ai dû rentrer plus tôt pour une urgence client. » Vivienne a traversé la rue, son expression passant à une pitié gênée alors qu'elle baissait la voix. « Slow, s'il te plaît, ne tire pas sur le messager. » Mais l'autre jour, juste avant leur départ, Béatrice est venue prendre un café, et elle n'arrêtait pas de parler de la nouvelle petite amie de Van. Racontant à quel point elle est magnifique et charmante et comment elle donne enfin à la dynastie Sterling l'héritier tant attendu. Elle a grimacé. Et elle m'a dit que votre mariage était mort depuis des années, et que ce n'était qu'une question de temps avant que vous ne vous battiez devant le tribunal des divorces. Je me suis senti absolument mal pour toi quand j'ai entendu ça. Quoi qu'il arrive, je suis de ton côté. Chaque syllabe était une lame de rasoir tranchant le tout dernier fil fragile de grâce que je possédais. La digue a cédé. Ils ne m'avaient pas seulement trompé dans mon dos. Ils avaient activement fait campagne pour traîner mon nom dans la boue et m'humilier dans mon propre quartier. La femme pour qui je m'étais plié en quatre, ma belle-mère, avait proclamé la mort de mon mariage pendant que je me tuais à la tâche pour ce que je pensais être notre avenir. J'ai remercié machinalement Vivienne et je suis rentré. La douleur avait disparu. Le cœur brisé n'existait plus. Il ne restait que la rationalité glaciale. Ils m'avaient acculé au pied du mur, ce qui signifiait que je ne leur devais absolument aucune pitié. Mon premier geste a été un audit financier. J'ai ouvert l'application Chase sur mon téléphone. Sur notre compte d'épargne joint, où nous avions agressivement accumulé plus de 400 000 $ au cours des 7 dernières années, il ne restait qu'un maigre 850 $. L'historique des transactions était un bain de sang de retraits massifs et de virements bancaires au cours des 2 derniers mois, coïncidant étrangement avec chaque conférence hors de l'État à laquelle j'avais assisté. Le bénéficiaire était une LLC inconnue, rattachée au nom de Tatum Vance. Mais l'hémorragie ne s'arrêtait pas là. J'ai vérifié les cartes de crédit. L'Amex Platinum de Van était presque au maximum avec des frais de Chanel, de nous et des frais de voyage exorbitants. Il finançait sa double vie avec notre argent. Avec mon sang, ma sueur et mes larmes. Ma rage a atteint son zénith absolu. Il ne m'avait pas seulement trompé. Il m'avait escroqué. Il prévoyait de me dépouiller de tout ce que j'avais construit et de me jeter à la rue sans rien. Un tremblement de pur dégoût et de haine a secoué mon corps. Non. Ah, je n'allais pas les laisser s'en tirer comme ça. Je me suis rassise à son bureau en acajou et j'ai ouvert mon MacBook. Mes doigts ont volé sur le clavier, rapide et mortel. J'ai commencé à rechercher les meilleurs avocats spécialisés en divorce et les injonctions de protection des actifs en Californie. Le chagrin s'était transformé en action. Les larmes ont été remplacées par un plan de vengeance méticuleux et impitoyable. Il m'avait donné un cours magistral sur la trahison. C'était maintenant à mon tour de leur apprendre ce que sont les conséquences. La nuit a complètement envahi Los Angeles, mais je n'ai pas dormi de la nuit. Le vaste domaine s'était transformé en une prison stérile. Je ne pouvais plus supporter d'être entre ces murs une seconde de plus. J'ai fait un sac de sport avec l'essentiel et, surtout, tous les documents financiers et les disques durs que j'ai pu trouver. Avant de partir, j'ai jeté un dernier regard autour de moi. Notre immense photo de mariage encadrée semblait se moquer de moi. Sans une seconde de réflexion, je l'ai arrachée du mur et l'ai jetée dans le compacteur à déchets. J'avais besoin d'une rupture nette. J'ai conduit sans but sur l'autoroute 101, les larmes coulant enfin librement. Finalement, le Range Rover s'est arrêté devant le seul sanctuaire qu'il me restait, le domaine de mes parents à Pasadena. Ma mère a été horrifiée lorsqu'elle a ouvert la porte et m'a vu dans cet état lamentable à 2 heures du matin. Elle m'a serré dans une étreinte féroce, sa voix tremblante. « Sloan, mon Dieu, que s'est-il passé? Tu es blessé? Où est Vaughn ?» Je ne pouvais pas parler. Je me suis juste effondré dans ses bras chaleureux et j'ai sangloté. Mon père est sorti de son bureau, m'a jeté un regard avant que son visage ne se durcisse comme du granit. Ayant passé 40 ans en tant qu'avocat d'affaires impitoyable, il a su instantanément que quelque chose de catastrophique s'était produit. « Entre, ma chérie. Raconte-nous tout. Prends ton temps. » La voix de mon père était profonde, autoritaire, mais profondément réconfortante. Sous la lueur chaude et ambrée du salon, j'ai tout déballé. La porte verrouillée,
le voyage à Maui, la maîtresse enceinte, les photos iCloud, les comptes vidés. J'ai commencé en sanglotant, mais au fur et à mesure que l'histoire progressait, ma voix est devenue plus nette, plus clinique. Le chagrin initial se cristallisait en une fureur pure et sans mélange. Quand j'ai eu fini, ma mère tremblait de rage. Mon Dieu, comment des gens peuvent-ils être si totalement dépourvus d'âme, toute une famille conspirant contre ma fille? Oh, ma douce Loan, l'enfer que tu as traversé. Elle a pleuré, me serrant fort. Mon père n'a rien dit. Il était assis dans son fauteuil en cuir, les mains jointes, ses yeux aussi perçants que des poignards. Son silence était infiniment plus terrifiant que n'importe quelle dispute hurlante. Quand j'ai finalement cessé de parler, il a déjoint ses mains. Chaque mot qu'il prononçait était un verdict. Sloan, écoute-moi très attentivement. Premièrement, tu as assez pleuré. À partir de cette seconde exacte, les larmes s'arrêtent. Tu n'as rien fait de mal. Ce sont eux les criminels. Tu n'as pas le droit de t'effondrer. J'ai hoché la tête à la hâte, essuyant mon visage. Deuxièmement, a poursuivi mon père, nous allons les enterrer. Ce n'est pas une affaire d'infidélité standard. C'est une fraude orchestrée. Détournement de biens communautaires, violation de l'obligation fiduciaire. Franchement, si nous pouvons prouver l'ampleur des virements, c'est du vol qualifié. Ton père ne va pas rester les bras croisés à te regarder être jeté comme un déchet. Mais, papa, qu'est-ce que je fais maintenant? Par où est-ce que je commence? Ai-je demandé, ma voix encore un peu rauque. La toute première chose que nous faisons, c'est d'engager un requin. Pas seulement un bon avocat, un tueur absolu. Mon père m'a regardé droit dans les yeux. Il ne s'agit plus de sentiments. C'est une guerre tactique et juridique. Tu te souviens de Callahan Reed, le fils d'Antonio de ton lycée? Il est actuellement associé directeur dans l'un des cabinets d'avocats en droit de la famille les plus impitoyables de Century City. Il est spécialisé dans les divorces à haute valeur nette et le recouvrement d'actifs. Il est brillant, il est vicieux, et il ne les laissera pas respirer. Je me souvenais de Callahan. Nous fréquentions les mêmes cercles au lycée et nous nous entendions bien. Il était d'une intelligence acérée, plein d'esprit, mais notoirement direct. Je savais qu'il était allé à la faculté de droit de Harvard et s'était fait un nom énorme à Los Angeles. Je réveille Callahan tout de suite. Il sera là avant le lever du soleil, a déclaré mon père. En attendant, tu montes dormir. Ça va être un bain de sang, et tu as besoin de tes forces. La conviction inébranlable de mon père et l'amour féroce de ma mère m'ont fortifié. Je n'étais plus une victime isolée. J'avais une armée derrière moi. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma chambre d'enfant, enveloppé de sécurité. Et demain, à l'aube, je lancerai ma guerre. Une guerre pour récupérer mes biens, ma dignité, et exiger ma livre de chair. Il ne s'était même pas écoulé une heure depuis que mon père avait appelé quand la sonnette a retenti. Callahan est arrivé plus vite que prévu. Le gamin de lycée dégingandé et sarcastique que je me souvenais s'était transformé en un homme imposant à la mâchoire carrée dans un costume Tom Ford sur mesure. Seuls ses yeux, perçants et intensément observateurs derrière des lunettes en écailles de tortue, étaient restés exactement les mêmes. Bonjour, monsieur et madame A. Callahan a hoché la tête respectueusement avant de tourner son regard vers moi. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu une lueur d'empathie sincère, mais elle a été instantanément masquée par le calcul froid d'un avocat. Votre père m'a donné les grandes lignes. Sloan, sautons les politesses. Ce n'est pas le moment de se lamenter. C'est le moment d'agir. J'ai besoin que vous me racontiez la chronologie. N'omettez aucun détail. Assise en face de Callahan à la table de la salle à manger, j'ai de nouveau raconté le cauchemar. Cette fois, il n'y avait ni larmes, ni hésitation, juste une analyse chirurgicale des faits. J'ai fait glisser mon iPad sur la table, lui montrant les photos de Maui, l'itinéraire du Saint-Régis et les captures d'écran des comptes Chase vidés. Mon père nous flanquait, intervenant avec des angles juridiques potentiels issus de son expérience en entreprise. Pendant que je parlais, Callahan tapait furieusement sur son ordinateur portable. Plus il en entendait, plus son expression devenait sombre. Quand j'ai eu fini, il a levé les yeux, son regard mortel. L'exposition ici est en fait pire que ce que j'avais initialement calculé, a dit Callahan platement. Sloan, ce n'est pas un divorce standard pour différends irréconciliables. C'est une conspiration coordonnée pour vous escroquer.
Ils ont planifié cela pour saigner à blanc vos biens communautaires avant de vous signifier les papiers. Mais ils ont commis une erreur fatale. Ils sont devenus arrogants et ont laissé une trace numérique longue d'1 kilomètre. Callahan a fait pivoter son ordinateur portable. Sur l'écran se trouvait un plan d'attaque méticuleusement rédigé. Voici notre stratégie. Nous exécutons une attaque sur 3 fronts. Premièrement, le levier de l'infidélité. La Californie est un État sans faute, ce qui signifie que l'infidélité n'a pas d'impact direct sur le divorce. Cependant, gaspiller des biens matrimoniaux pour une maîtresse, absolument. Le voyage à Maui, les Rolex, les sacs Chanel, chaque centime qu'il a dépensé pour Tatum Vance sortira directement de sa moitié du patrimoine. Mon cœur battait la chamade. Je n'avais pas réalisé à quel point l'angle financier me donnait du pouvoir. Deuxièmement, et c'est le coup de grâce. Le front financier, a poursuivi Callahan, nous devons prouver que Van a siphonné des fonds communautaires dans des LLC cachés et a falsifié votre signature pour ouvrir des lignes de crédit. Vous avez mentionné qu'il est le directeur financier de Sterling Enterprises. Nous allons exiger un audit judiciaire de toute l'entreprise. Je vous garantis qu'il a utilisé les fonds de l'entreprise pour acheter à cette femme Tatum une voiture ou un appartement. S'il a falsifié votre nom sur des prêts, c'est une fraude électronique fédérale. Mais comment diable pouvons-nous obtenir ce genre d'informations internes, ai-je demandé, mon anxiété montant en flèche. Juste à ce moment-là, la sonnette a de nouveau retenti. Ma mère a ouvert et mon cousin de clan est entré. Il était en civil, mais sa posture rigide et ses bottes lourdes trahissaient son travail de jour, un détective de l'unité des crimes financiers du LAPD. Oncle Richard, je suis arrivé aussi vite que j'ai pu, a dit de clan, me donnant une pression sympathique sur l'épaule. Tu tiens le coup, gamine. Je survis, ai-je réussi à hocher la tête. Timing parfait. De clan, nous avons besoin de vos compétences spécifiques, détective, a dit Callahan, affichant un sourire de requin. Premièrement, j'ai besoin d'une enquête approfondie sur une femme nommée Tatum Vance. Quelque chose me dit que c'est une arnaqueuse professionnelle. Deuxièmement, j'ai besoin d'un relevé complet de toutes les transactions immobilières et DMV sous Von Sterling, Tatum Vance, ou toute société écran associée au cours des 24 derniers mois. Et troisièmement, si vous avez des informateurs ou des contacts qui peuvent fouiner dans le service comptable de Sterling Enterprises, déployez-les. De clan a hoché la tête, sortant un bloc-notes. Considérez que c'est fait. C'est la famille. Vous aurez les dossiers préliminaires dans 24 heures. Franchement, la réputation de salaud de Van était un secret de polichinelle en ville. Seul Sloan, Dieu la bénisse, était trop loyal pour le voir. Les mots de clan étaient une autre pilule amère à avaler, mais j'avais besoin de la dure réalité pour garder mon sang-froid. Et le troisième front, a conclu Callahan en refermant son ordinateur portable, c'est la guerre psychologique. Nous frappons vite, nous frappons fort, et nous opérons dans le silence le plus total. Pendant qu'ils sirotent des métés à Maui, nous leur tendrons un piège inéluctable à Los Angeles. Quand ils atterriront, leur réalité ne sera que cendre. Ce matin-là, la véranda de mes parents s'est transformée en salle de guerre. Mon père, le tacticien chevronné, Callahan, le général commandant exécutant le Blitzkrieg, de clan, l'agent de renseignement recueillant des informations, et moi, l'épouse bafouée, transformée en arme mortelle. Le feu de la haine dans ma poitrine ne me consumait plus vivante. Il éclairait le chemin vers la ruine absolue de la famille Sterling. Le lendemain matin, alors que je passais en revue une feuille de calcul d'actifs avec Callahan, mon téléphone a vibré. Identification de l'appelant, Vaughn. Mon estomac s'est noué et une vague de nausée m'a submergé. J'ai regardé Callahan, paniqué. Il a levé la main pour me faire signe de respirer et s'est penché près de moi. Réponds. Tu es l'épouse ignorante et aimante. Ne lui donne aucune raison de paniquer. Si tu peux forcer quelques larmes, fais-le. Fais-le parler. Mets-le sur haut-parleur. J'ai pris une profonde inspiration, compartimentant mon dégoût. J'ai glissé le doigt vers la droite et j'ai monté ma voix, la laissant trembler légèrement. Van, chérie, est-ce que tout va bien? Tu ne m'as pas rappelé hier soir. J'étais si inquiète. Et, bébé. Je sais. Je suis tellement désolé. Les réunions de capital risque se sont terminées incroyablement tard et j'étais complètement épuisé. Sa voix était douce, dégoulinant d'une affection étudiée. C'est pas grave.
J'ai forcé un léger reniflement. Tu me manques, c'est tout. S'il te plaît, ne te surmène pas à Miami. As-tu mangé? Callahan m'a fait un pouce levé, mimant un brillant. Je vais bien, bébé. Promis. On est presque à la fin du sommet. Je devrais rentrer à la dans quelques jours. Il mentait sans effort. Tu es chez tes parents, n'est-ce pas? Oui, je suis là. La maison me semblait si grande et vide sans toi. J'ai ajouté une couche de fragilité, jouant la femme au foyer dépendante qu'il aimait manipuler. Et bébé, je me suis connecté à Chase hier pour payer le paysagiste et il y a quelque chose de bizarre avec l'épargne commune. On dirait que beaucoup d'argent a été déplacé. Je panique un peu. J'ai lancé l'appât. Il y a eu un long silence pesant de son côté. Je pouvais presque voir le sang se vider de son visage. Oh, c'est vrai, bébé. Ne panique pas. C'est du capital. J'ai temporairement déplacé ça dans un énorme pré-relais pour un nouveau développement commercial. Je voulais te faire la surprise quand ça se conclurait. Le retour sur investissement va tripler notre liquidité en 6 mois. Tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec ça. Oh, Dieu merci, ai-je expiré de façon dramatique. Je pensais qu'on s'était fait pirater ou quelque chose. D'accord, va écraser tes réunions. Je ne te dérangerai plus. Je t'aime. À la seconde où j'ai terminé l'appel, je me suis affalé sur ma chaise, complètement épuisé. Faire semblant d'aimer l'homme que je voulais enterrer vivant était pire qu'une torture physique. Parfait, a dit Callahan, me tapotant l'épaule. Il a paniqué et inventé un investissement fantôme. Cela prouve sa conscience de culpabilité. Il pense que tu es complètement sous son contrôle. Nous avons l'élément de surprise, alors il va baisser sa garde. Mon père a acquiescé. Exactement, a dit Callahan, ses yeux se rétrécissant. Mais maintenant vient la partie dangereuse. Sloan, tu dois retourner à la maison de Calabaza, son bureau, son coffre-fort physique. C'est là que se trouvent les documents décisifs. Comment puis-je y retourner? Je ne peux pas être seul dans cette maison. L'idée de me tenir dans ce sanctuaire de mensonges me donnait la chair de poule. Tu n'iras pas seul, a dit fermement Callahan. Je t'accompagne. Légalement, j'accompagne ma cliente pour récupérer des effets personnels et des documents pertinents pour une dissolution de mariage en cours. C'est 100% légal. De plus, j'amène un technicien en extraction de données judiciaires. Il va cloner les disques durs de Van, y compris les partitions supprimées. Il ne pourra pas cacher un seul reçu. L'opération était fixée. Cet après-midi-là, Callahan, le technicien informatique et moi-même sommes retournés sur les lieux du crime. Faire face au fantôme de mon mariage était angoissant. Mais cette fois, je n'étais pas une victime en pleurs. Je transformais le lieu exact de ma trahison ultime en terrain de préparation pour sa destruction. L'air à l'intérieur du manoir était vicié et glacial. Pendant que le technicien dupliquait les disques de l'iMac de Van, Callahan et moi avons systématiquement démantelé son bureau. Derrière un tableau d'art moderne encadré, nous avons trouvé son coffre-fort mural caché. Connaissez-vous la combinaison? A demandé Callahan. J'ai secoué la tête, mais une suite de chiffres m'est venue à l'esprit. La date de naissance de Tatum. Je me souvenais de l'avoir vue sur un formulaire des RH qu'il avait négligemment laissé traîner des mois auparavant, prétendant qu'elle était une nouvelle consultante. Mes doigts tremblaient en composant les chiffres. Clic. La lourde porte en acier s'est ouverte. Il n'y avait pas beaucoup d'argent liquide à l'intérieur, mais elle était remplie de dossiers en manille, de documents de constitution de LLC et de billets à ordre que je n'avais jamais vus auparavant. La découverte la plus horrible fut une pile de documents de prêt commercial d'une société de capital investissement. Sur les lignes de signature du garant, mon nom, Sloan et Sterling, avait été maladroitement falsifié. Ma vision s'est brouillée. Vaughn ne m'avait pas seulement trompé. Il avait tenté de me faire endosser des millions de dollars de dettes d'entreprises frauduleuses. Si son entreprise coulait, je serais financièrement ruiné et potentiellement confronté à des accusations fédérales. Callahan a rapidement scanné les documents, son visage un masque de fureur froide. Il a commencé à prendre des photos haute résolution de chaque page. « Je te tiens », a-t-il murmuré. Falsifier la signature d'un conjoint pour obtenir des prêts commerciaux frauduleux est un crime de première catégorie. Ce n'est plus le tribunal de la famille, Sloan.
C'est la prison fédérale. La dynastie Sterling est officiellement morte. Nous avons emballé les preuves dans des mallettes et évacué la propriété immédiatement. Nous venions à peine de rentrer chez mes parents et de nous verser un verre d'eau quand la sonnette du portail d'entrée a retenti violemment. Ma mère a vérifié la tablette de sécurité, sa mâchoire se crispant. C'est Béatatrice, ta belle-mère. Mon père et moi avons échangé un regard, puis nous nous sommes tournés vers Callahan. Il a souri, un sourire prédateur terrifiant. Il a attrapé mon iPhone, a ouvert l'application mémo vocaux, a appuyé sur enregistrer et l'a glissé dans la poche de mon blazer. C'est l'heure du spectacle. Garde ton sang-froid et laisse-la creuser sa propre tombe. Plus elle parle, plus elle s'incrimine. Ma mère a déverrouillé la porte d'entrée et Béatatrice Sterling a fait irruption dans le hall comme un ouragan. Fini son habituelle allure soignée de country club. Aujourd'hui, elle avait l'air frénétique et venimeuse. Dès qu'elle m'a regardé, elle a complètement ignoré mes parents et a pointé un doigt manucuré sur mon visage. Qu'est-ce que tu crois faire en t'enfuyant et en te cachant ici? Qui t'a donné la permission d'abandonner tes devoirs? Béatatrice, c'est la maison de mes parents. Où d'autre irais-je? J'ai gardé ma voix étrangement calme. N'ose pas me parler sur ce ton. Je n'ai jamais rencontré une femme aussi inutile et dramatique, a-t-elle crié. Van m'a tout raconté. Tu restes assise à jouer la cadre pendant qu'il te fournit le style de vie et maintenant tu fais une crise d'hystérie pour une jalousie mesquine. Tu n'es pas et n'as jamais été digne de mon fils. Mon père s'est levé d'un bond de son fauteuil, le visage rouge de rage. Surveille tes paroles, Béatatrice. Tu es dans ma maison et tu ne manqueras pas de respect à ma fille. Oh, regarde papa qui défend sa petite fille fragile, s'est moqué Béatatrice, dégoulinant de condescendance. Eh bien, laisse-moi te l'expliquer. Monvon a trouvé une femme qui comprend vraiment sa place. Tatum est magnifique, docile, et surtout, elle porte actuellement l'héritier Sterling, alors tu ferais mieux de te retirer discrètement. Elle a jeté une épaisse enveloppe en manille sur la table basse. Ceci est un accord de dissolution postnuptiale que mes avocats ont rédigé. Signe-le. Nous t'offrons un appartement d'1 million de dollars à Marina del Rey en compensation de ta jeunesse gâchée. Prends l'immobilier et sors de nos vies. Ne me force pas à devenir méchante. Ce joli petit titre de vice-présidente que tu as à la maison d'édition. Je joue au golf avec ton PDG. Je peux te faire mettre sur liste noire d'ici vendredi. J'ai regardé l'accord de règlement dérisoire, puis le visage arrogant et méprisant de la femme pour laquelle je m'étais plié en 4 pendant 7 ans. La bile m'est montée à la gorge, mais je me suis souvenu des instructions de Callahan. J'ai pris une lente inspiration, j'ai redressé les épaules et j'ai croisé son regard. Béatatrice, as-tu terminé? Si oui, tu sais où est la porte. Je ne signe pas tes papiers d'extorsion. Je n'accepte pas ton pot de vin. Et pour le divorce, dis à ton fils que je le verrai au tribunal. Pardon? Son visage s'est tordu de choc absolu. Elle n'avait jamais imaginé que sa belle-fille docile et accommodante lui parlerait un jour avec une telle froideur. Alors qu'elle inspirait pour se remettre à crier, Callahan est sorti du salon adjacent. Il tenait son propre iPhone, le minuteur d'enregistrement rouge bien visible sur l'écran. Madame Sterling, bonjour. Je suis Callahan Reed, associé directeur chez Reed & Sterling Litigator et le conseil engagé par Sloan. Veuillez noter que, conformément à la loi californienne, je vous informe officiellement que cette conversation est enregistrée. Vos menaces explicites d'extorsion, de représailles au travail et vos tentatives de contraindre ma cliente à signer des documents juridiques frauduleux ont toutes été documentés. Cela passera magnifiquement bien devant un juge. Le visage de Béatatrice a perdu toute couleur, passant du magenta à un gris maladif. Elle a bafouillé, pointant un doigt tremblant entre Callahan et moi avant de tourner les talons et de sortir en courant, crachant une série d'injures en fuyant. La lourde porte s'est refermée derrière elle. Je me suis effondré sur le canapé, mon adrénaline retombant. Callahan a arrêté l'enregistrement et a souri. Elle nous a littéralement offert sur un plateau une injonction pour harcèlement et coercition. Maintenant, passons à la phase suivante. Il est temps de rendre visite à la future Madame Sterling. Ce soir-là, Declan a envoyé à Callahan un dossier lourdement crypté. L'enquête sur les antécédents de Tatum Vance était éclairante. Elle avait 24 ans, était originaire d'une ville moribonde de la Rust Belt en Ohio et avait abandonné le Community College pour s'installer à Los Angeles.
Son historique d'emploi était pratiquement inexistant, mais son historique de rencontre était une masterclass en matière de gold digging. Elle se spécialisait dans le ciblage de cadres riches, mariés et d'âge moyen. Vaughn n'était pas sa première cible, et si les choses tournaient mal, il ne serait pas sa dernière. C'était une parasite professionnelle. Mais l'information la plus accablante que Declan a découverte était l'adresse du Pantouse de luxe que Vaughn lui avait acheté. C'était une unité de 3 millions de dollars à Century City, exclusivement au nom de Tatum Vance. Cependant, le dépôt fiduciaire et les acomptes avaient été entièrement financés par les comptes d'entreprise de Sterling Enterprises, enregistrés comme des frais de consultation en RD. Détournement de fonds d'entreprise et vol qualifié, a dit Callahan en tapotant le dossier. Sloan, je veux que vous alliez la voir en personne. Nous avons besoin d'une vérification concrète qu'il maintienne une résidence secondaire frauduleuse. Et franchement, je veux que vous la secouiez. Je redoutais l'idée. Je ne voulais pas respirer le même air que la femme qui avait incinéré ma vie. Mais la logique dictait que je devais faire face à la réalité du cauchemar pour rompre complètement mes liens émotionnels avec Vaughn. Je devais le voir de mes propres yeux. J'irai, ai-je dit fermement. Le lendemain matin, j'ai conduit mon Range Rover jusqu'au gratte-ciel de Century City. Callahan attendait dans un café de l'autre côté de la rue, prêt à intervenir si les choses dégénéraient. J'ai pris l'ascenseur privé jusqu'à l'étage du Pantouse. Quand les portes se sont ouvertes, j'ai pris une profonde inspiration pour calmer mon cœur qui battait la chamade. Mais ce que j'ai vu monter à côté des doubles portes a brisé le peu de sang-froid qui me restait. C'était une plaque en laiton brossée sur mesure qui disait « La famille Sterling ». Il n'essayait même pas de le cacher. Il se faisait passer publiquement pour mari et femme, construisant leur nouvel empire étincelant sur les cendres de ma vie. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai sonné à la porte, avec force et sans relâche. Quelques secondes plus tard, la porte s'est ouverte. Tatum Vance se tenait là, drapée dans une robe de chambre en soie à revers transparent qui affichait fièrement son ventre de femme enceinte, une main sur la hanche. Elle m'a toisé de haut en bas, son expression se transformant instantanément en un ricanement de mépris. Elle était encore plus frappante en personne, une beauté calculée, digne d'un filtre Instagram. « Ouais, qui êtes-vous » Sa voix était nasillarde et abrasive. « Je suis Sloan, l'épouse de Von Sterling, ai-je dit, en articulant chaque syllabe. Tatum a éclaté d'un rire grinçant. « Oh, waouh. Alors, c'est vous le fameux boulet. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Qu'est-ce que vous faites ici ? Van n'est pas là. Il est occupé à finaliser les papiers du fonds en fiducie pour notre fils. Je ne suis pas venu pour lui. Je suis venu pour vous. » Tatum a haussé un sourcil parfaitement sculpté. « Pourquoi faire ? M'arracher les cheveux ? Mon Dieu, madame, ressaisissez-vous. Vous devriez avoir honte de ne pas avoir su satisfaire votre homme. Pensez-vous honnêtement qu'une bourreau de travail vieillissante et stérile peut rivaliser avec moi ? » Chaque mot qu'elle crachait était un coup de poignard dans mes côtes. Mais je n'ai pas perdu mon sang-froid. J'ai regardé directement son ventre, puis ses yeux, et j'ai souri d'un sourire terrifiant et sans vie. « Je ne suis pas venu pour vous arracher les cheveux, Tatum. Je suis venu vous faire un rappel à la réalité. Premièrement, Van et moi sommes toujours légalement mariés. Votre petite plaque en laiton en famille Sterling là-dehors est une preuve photographique fantastique de son utilisation abusive des fonds matrimoniaux pour entretenir une maîtresse. » Le sourire arrogant de Tatum a légèrement vacillé. « Deuxièmement, j'ai fait un pas de plus. Ce Pantouse a été acheté avec des fonds d'entreprise détournés. L'IRS et le FBI saisiront cette propriété d'ici la fin du mois. En tant que seule personne au nom de qui l'acte de propriété d'un bien acheté avec de l'argent volé est enregistré, je vous suggère de retenir les services d'un avocat pénaliste phénoménal, car vous risquez d'être accusé de complicité de fraude électronique. » Quoi ? Quel genre de mensonge psychotique racontez-vous ? A balbutié Tatum, croisant les bras sur la défensive. Sa confiance effrontée s'évaporait rapidement. Et troisièmement, je me suis penché, baissant la voix à un murmure mortel, « Pensez-vous vraiment que ce bébé est votre ticket de sortie ? Ne soyez pas assez stupide pour croire que cela fait de vous la nouvelle Madame Sterling. Pour moi, vous n'êtes rien. Mais quand la famille Sterling découvrira la vérité sur votre petit héritier, eh bien, nous verrons combien de temps vous pourrez jouer à la poupée. Profitez du Pantouse tant que vous le pouvez. Les fédéraux frappent généralement tôt. » J'ai tourné les talons et suis retourné vers l'ascenseur.
Je l'ai entendu crier des jurons derrière moi, mais je m'en fichais. J'avais planté la graine de la paranoïa. J'avais brisé sa façade intouchable. Dans cette escarmouche, j'avais versé le premier sang, et le massacre ne faisait que commencer. En sortant de ce gratte-ciel, je me sentais étrangement légère. La haine était toujours là, mais elle ne me consumait plus aveuglément. C'était un feu contrôlé qui alimentait mes prochains mouvements. Le lendemain matin, Callahan et moi sommes entrés dans l'agence Chase Bank de Century City. Armé de mon certificat de mariage et des données judiciaires préliminaires que Callahan avait compilées, montrant un détournement flagrant d'actifs, j'ai exigé un gel immédiat et total de tous les comptes joints et de toutes les cartes de crédit liées à mon nom ou à notre fiducie commune. Le directeur de l'agence a hésité, mais une fois que Callahan les a menacés de responsabilité pour avoir facilité une fraude en cours, ils ont obtempéré instantanément. Les quelques milliers de dollars restants sur les comptes sécurisés ont été transférés sur un compte solo à mon nom uniquement. Cela coupe l'oxygène au feu, a expliqué Callahan en sortant. Sans argent liquide, il ne peut pas maintenir sa façade de flambeur à Maui. La panique s'installera dans les heures qui suivent. La frappe suivante fut chirurgicale. Tirant parti de mon statut d'épouse légale du directeur financier, Callahan a engagé un cabinet d'audit tiers agressif recommandé par mon père pour signifier une lettre de mise en demeure formelle à Sterling Enterprises. L'injonction exigeait un gel et un audit immédiat des registres de l'entreprise pour les 36 derniers mois. La lettre incluait une menace nucléaire: si le conseil d'administration de l'entreprise ne se conformait pas dans les 48 heures, nous déposerions une injonction d'urgence auprès d'un tribunal fédéral pour saisir les actifs de l'entreprise en attendant une enquête pour détournement de fonds. Nous attaquions les fondements même de la richesse des Sterling. Comme Callahan l'avait prédit, les retombées furent instantanées. Cet après-midi-là, alors que j'étais assise à mon bureau à la maison d'édition, en train de valider un manuscrit, mon téléphone portable s'est mis à vibrer violemment. C'était Vaughn. Je l'ai laissé sonner jusqu'à la dernière seconde, puis j'ai répondu d'une voix délibérément ensommeillée. Allô? Von Sloan. Tu dormais? Sa voix était dépouillée de toute son hypocrisie mielleuse. Il était dans un état de panique absolue. Oui, j'avais une migraine, j'ai fait une sieste. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Ai-je bâillé théâtralement. Sloan, il se passe quelque chose de fou. Mon Amex est refusé. Les cartes de l'entreprise sont gelées. Je ne peux même pas retirer d'argent au distributeur. Vérifie tes comptes tout de suite. Dis-moi si tu y as accès. Attends, quoi? Ai-je faim le choc? Attends. Laisse-moi ouvrir l'application. Oh mon Dieu, Van. L'épargne commune est totalement bloquée. Il est écrit gel administratif. Chérie, est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec cet énorme prêt commercial dont tu m'as parlé? L'ont-ils bloqué pour un contrôle de sécurité? J'ai magistralement retourné son propre mensonge contre lui. Il y eut un silence de mort au bout du fil. Je pouvais presque l'entendre hyperventiler. Son excuse d'investissement fantôme était maintenant un nœud coulant qui se resserrait autour de son cou. Oui. Oui, ça doit être ça, balbutia Van, sa voix se brisant. Je vais appeler mon gestionnaire de patrimoine immédiatement et régler ça. Oh, Evan, j'ai reçu un email bizarre du conseil d'administration de Sterling Enterprises. Quelque chose à propos d'un audit par un tiers des registres de l'entreprise. Sais-tu quelque chose à ce sujet? Un audit, cria-t-il, perdant totalement son sang-froid. Je suppose que c'est juste une formalité de conformité avec la SEC, dis-je doucement. Ne te stresse pas pendant ton voyage. Je tiendrai le fort ici. J'ai raccroché et j'ai souri. Je tiendrai le fort. Oui, je m'occuperai de sa famille avec le plus grand soin. J'amputerai leur ligne de vie une par une jusqu'à ce qu'ils se noient dans le marécage de cupidité qu'ils avaient créé. La contre-offensive fut un succès sans faille. Maintenant, je n'avais plus qu'à regarder le rat se débattre dans le piège. Au cours des 3 jours suivants, les appels de Van sont devenus erratiques. Parfois, il essayait de m'amadouer. D'autres fois, il exigeait des réponses dans une rage aveugle. J'ai parfaitement maintenu ma performance d'épouse inconsciente et inquiète. Pendant ce temps, à Los Angeles, notre machine de guerre opérait avec une efficacité impitoyable. Tard un soir, Callahan m'a appelé, son ton urgent. Sloan, nous avons une escalade majeure. Van tente d'exploiter les lois californiennes sur la location.
Il vient de déposer des papiers auprès du comté pour établir formellement ses parents, Brox et Tatum, comme résidents légaux du domaine de Calabaza. Mon estomac s'est noué. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? C'est un jeu sur les droits des squatteurs et la propriété communautaire, a aboyé Callahan. L'acte de propriété est à votre nom, mais il a été acheté pendant le mariage. S'il établit que toute la famille y vit, il peut faire traîner une expulsion pendant des années devant un tribunal civil. Ils prétendront que c'est le domicile familial principal et vous extorqueront la moitié de la valeur nette pour partir. Nous devons anéantir ça immédiatement. Comment? Ai-je demandé, mon anxiété montant en flèche. En jouant salement, a dit Callahan, sa voix débordant d'une sombre confiance. Vous vous souvenez des documents de prêt commercial falsifiés que nous avons sortis de son coffre? Ce n'est pas seulement de la fraude. C'est du vol d'identité fédérale. Nous n'allons pas seulement bloquer leur tentative de résidence. Nous allons mettre un verrou dur sur toute leur existence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'appelle votre cousin de clan. Nous allons signaler la fraude au numéro de sécurité sociale aux autorités fédérales et aux agences de crédit. Nous allons geler leur numéro de sécurité sociale en attendant une enquête sur le vol d'identité. Ils ne pourront pas ouvrir un compte bancaire, prendre un vol commercial, louer une voiture, ou même faire un copaiement chez un médecin. Ils deviendront des fantômes financiers. Le lendemain matin, Callahan, Declan et moi sommes entrés dans la division des crimes financiers du LAPD. Utilisant son badge, Declan nous a fait entrer directement dans le bureau du capitaine. J'ai exposé l'intégralité du cauchemar. Le détournement de fonds, les signatures falsifiées sur des prêts de plusieurs millions de dollars, la prise de contrôle hostile de ma propriété. Callahan a porté le coup de grâce juridique. Capitaine, le suspect, Von Sterling, a falsifié à plusieurs reprises la signature de ma cliente et utilisé son numéro de sécurité sociale pour obtenir une dette d'entreprise illégale. Il tente actuellement de falsifier les registres de résidence du comté pour squatter sa résidence principale. Nous avons des raisons de croire que toute l'infrastructure financière de la famille Sterling est basée sur la fraude électronique et le blanchiment d'argent. Nous demandons formellement un blocage d'urgence de leur numéro de sécurité sociale par le biais des agences de crédit et un mandat d'arrêt immédiat pour fraude bancaire. Le capitaine a examiné les preuves physiques indéniables du dossier. Sa mâchoire s'est crispée. Il m'a regardé avec une sympathie sombre, puis a hoché la tête en direction de Declan. Déposer l'injonction, signaler leur numéro de sécurité sociale aux fédéraux. Je veux que des mandats soient rédigés d'ici vendredi. En sortant du commissariat sous le soleil aveuglant de Los Angeles, j'ai ressenti un frisson glacial. Je venais de porter un coup fatal à toute la dynastie. Je les avais dépouillés de leurs droits fondamentaux à opérer dans la société. Leurs vacances de luxe à Hawaï allaient se transformer en un cauchemar bureaucratique qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Pendant que les Sterling suffoquaient à Maui, piégés avec des cartes de platine refusées et des identités gelées, j'ai décidé de porter le coup psychologique ultime. Un geste qui brûlerait à jamais leur pont vers la réalité. Je veux vendre la maison de Calabaza, ai-je dit à Callahan dans son bureau de Century City. Callahan a failli s'étouffer avec son expresso. Vendre un domaine de 4,5 millions de dollars maintenant? Tout de suite, ai-je dit, ma voix absolue. L'acte est à mon nom par le biais d'une fiducie prénuptiale. Le gel du comté a stoppé son jeu de résidence. Ils n'ont aucun droit légal pour arrêter une vente. Je veux qu'ils reviennent de LAX, s'attendant à entrer dans leur forteresse et qu'ils trouvent à la place un nouveau propriétaire en train de changer les serrures. Callahan m'a regardé, un mélange de choc et d'admiration profonde dans les yeux. Vous êtes absolument terrifiante, Sloan, et j'adore ça. C'est le coup de maître ultime. Vous sécurisez un capital liquide massif et vous anéantissez le monument physique de son ego. Vous brisez son esprit. Mais vendre un domaine de luxe à la prend des mois, a objecté mon père, qui était assis sur le canapé, l'air inquiet. Je ne le mettrai pas en vente pour 4,5 millions de dollars, ai-je répondu calmement. Je le mettrai en vente hors marché pour 3,2 millions de dollars en espèces avec une condition suspensive de clôture stricte de 7 jours. Dans ce marché, un milliardaire ou un investisseur étranger dans la technologie le saisira en quelques secondes. Je veux que ce soit fait avant qu'il n'atterrisse. Le plan a été mobilisé instantanément. Utilisant le vaste réseau de magnats de l'immobilier de mon père, la nouvelle s'est répandue qu'un manoir impeccable à Calabaza avec un titre de propriété propre était disponible pour une réduction massive en espèces.
comme je l'avais prédit, en 48 heures, un cadre d'un conglomérat logistique chinois a fait une offre tout en espèces. Il avait besoin d'une base de luxe à la immédiatement pour ses partenaires internationaux. Le prix et l'emplacement étaient trop beaux pour être laissés passer. Une semaine plus tard, j'étais assise dans un élégant bureau de dépôt fiduciaire à Beverly Hills, signant le transfert final de l'acte de propriété. Alors que mon stylo glissait sur le papier épais, une tempête chaotique d'émotions m'a submergé. Cette maison était censée être ma maison pour toujours. C'était là que j'envisageais d'élever des enfants et de vieillir. Mais c'était aussi le sol où la trahison ultime avait pris racine. En signant ce papier, je la brûlais jusqu'aux fondations. Il n'y avait aucun regret, seulement la profonde légèreté de l'ablation d'une tumeur. 3,2 millions de dollars en espèces ont été virés directement dans la fiducie offshore intouchable que Callahan avait établie pour moi. Le pont était officiellement détruit. La famille Sterling avait perdu son argent, sa dignité, et maintenant le toit au-dessus de sa tête. Ils étaient effectivement sans abri. Que ressentiraient-ils lorsqu'ils traîneraient leurs bagages jusqu'à cette porte en chêne et trouveraient un étranger vivant à l'intérieur? La sensation exacte d'avoir tout son monde arraché. La sensation exacte qu'il m'avait donnée. Ma guerre se déroulait sans accroc. Chaque mouvement que je faisais enfonçait les Sterling plus profondément dans l'abîme. J'aurais dû me sentir victorieuse, extatique. Mais étrangement, ces derniers jours, mon corps se sentait lourd et brisé. Chaque matin, je me réveillais avec de violentes nausées. Je n'avais aucun appétit et j'étais en proie à une fatigue écrasante qui me donnait envie de dormir pendant des jours. Au début, j'ai mis cela sur le compte du cortisol et du stress extrême. La guerre psychologique était éprouvante. Mais ma mère, remarquant à quel point j'étais pâle et amaigri, a refusé de laisser passer ça. Sloan, je t'emmène à Cedar Sinai pour un bilan complet. Je ne peux pas te regarder dépérir comme ça. Pour lui faire plaisir, j'ai pris un rendez-vous VIP dans une clinique privée de West Hollywood. Après avoir prélevé des flacons de sang et effectué plusieurs scanners, je me suis assise en frissonnant dans la salle d'attente luxueuse. Une demi-heure plus tard, le docteur Harry Thorne, une femme chaleureuse de l'âge de ma mère, nous a appelés dans son bureau. Elle a examiné l'iPad dans ses mains, puis a offert un doux sourire éclatant. Eh bien, Madame Sterling, félicitations. Vos signes vitaux sont en fait parfaitement normaux. En fait, j'ai une merveilleuse nouvelle. Mes oreilles ont commencé à bourdonner. Merveilleuse nouvelle? Que voulez-vous dire? Vous êtes enceinte, Sloan, a souri le docteur Thorne. Environ 5 semaines, le sac gestationnel est parfaitement implanté. Le bébé se développe magnifiquement. Compte tenu de votre petite taille, les nausées matinales vous frappent un peu plus fort. Je vais vous prescrire du Zofran et vous donner un plan de nutrition prénatale. Enceinte? Le mot a explosé dans mon crâne comme une grenade. J'étais tellement paralysé par le choc que je ne pouvais pas former une syllabe. Ma mère, assise à côté de moi, a poussé un cri de surprise joyeuse, mais en voyant mon expression vide, sa joie s'est instantanément transformée en une profonde terreur. Je n'entendais plus le médecin. Mon cerveau était une boucle de panique pure. Une vie grandissait en moi, le produit d'un mariage frauduleux et pourri. C'était mon enfant, oui, mais c'était aussi le sang de Van. Mon plan de vengeance impeccable, ma détermination de titane, tout s'est brisé en une milliseconde. Que étais-je censé faire? Le garder? Préserver la lignée du monstre qui a essayé de ruiner ma vie et être forcé de voir son visage dans mon enfant chaque jour. Mais l'alternative. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine. C'était mon bébé, ma chair et mon sang. Je ne pouvais pas être aussi impitoyable. Je suis sorti de la clinique comme un cadavre réanimé. Ma main serrait inconsciemment l'impression de l'échographie, un minuscule point noir pesant 1 million de tonnes qui a réécrit toute ma réalité. Ma guerre venait de devenir exponentiellement plus compliquée. Je ne me battais plus seulement pour ma propre survie. Je tenais le destin d'une vie innocente entre mes mains. Le chemin à suivre avait plongé dans l'obscurité totale. Les jours qui ont suivi la visite à la clinique ont été les plus sombres de ma vie. Je me suis enfermé dans ma chambre chez mes parents, refusant de parler à qui que ce soit. La guerre civile interne me déchirait. Mes instincts maternels se sont violemment manifestés, désespérés de protéger le petit battement de cœur en moi. Mais ma logique criait que cet enfant serait une chaîne permanente et incassable me liant à jamais à la famille Sterling.
Ma vengeance approchait de son apogée. Mais ce bébé était une complication massive. Alors que je me noyais dans mon propre désespoir, mon téléphone portable a sonné. C'était un numéro inconnu de Los Angeles. J'ai ignoré. Il a sonné encore et encore. Finalement, enragé, j'ai répondu, prête à déchaîner l'enfer sur quiconque me dérangeait. Quoi, ai-je aboyé? Est-ce Sloan Sterling? La voix à l'autre bout du fil était celle d'une femme plus âgée, rauque, autoritaire et vive. Qui demande, ai-je exigé, sur la défensive. Je m'appelle Estelle. Estelle Sterling. Je suis la tante biologique de Van. Je me suis figé. La tante de Van. Personne dans la famille Sterling n'avait jamais mentionné une tante Estelle. Pour autant que je sache, Arthur Sterling était fils unique. Comme si elle lisait dans mes pensées, la femme a poursuivi, tu es choqué. Je comprends. Mon frère Arthur a coupé les ponts avec moi il y a plus de 2 décennies. Il préfère que le monde me croie morte. Pourquoi m'appelez-vous, ai-je demandé, serrant plus fort le téléphone. Parce que j'ai observé tes mouvements cette dernière semaine, a dit Estelle. Je sais pour la petite amie de Van. Je sais que toute sa famille est dans le coup. Et toi? Tu as joué un jeu magnifique. Geler les comptes de l'entreprise, brûler leur crédit, vendre le domaine de Calabaza sous leur nez. Tu es impitoyable. Tu me rappelles moi-même quand j'avais ton âge. Il y avait un profond puits d'amertume ancienne dans son ton. Je t'appelle parce que je veux te donner l'arme nucléaire. L'ennemi de mon ennemi est mon ami, Sloan. Et nous partageons un ennemi commun, la dynastie de mon frère. Pourquoi devrais-je faire confiance à un fantôme? Tu n'as pas à me faire confiance, a-t-elle répondu froidement. Rencontre-moi simplement. J'ai quelque chose que tu dois voir. Quelque chose qui garantit que la famille Sterling ne montrera plus jamais son visage dans la haute société. Retrouve-moi à 20h ce soir. La banquette du fond du Silver Lake Lounge. Elle a raccroché. Je me suis assise sur le bord du lit, l'esprit en ébullition. Une tante arrangée sortant de l'ombre pour m'aider à détruire sa propre famille. Ça ressemblait à un piège, mais je les avais acculés au pied du mur. Je n'avais plus rien à perdre. J'ai décidé d'y aller. À 20h précises, je suis entré dans le bar faiblement éclairé de Silver Lake. Estelle était déjà à la banquette du fond. Elle semblait avoir la soixantaine avancée, avec des traits aristocratiques acérés et un carré de cheveux argentés. Elle possédait une aura terrifiante de puissance tranquille. Elle ne ressemblait en rien à Arthur. Alors que je me glissais dans la banquette, elle a évité les bavardages et a poussé une mallette en cuir usé sur la table. À l'intérieur se trouvent les registres de fondation originaux de Sterling Enterprises, a dit Estelle platement. L'entreprise que j'ai bâtie avec Arthur. Quand elle a commencé à générer un capital réel, il m'a évincé par des manœuvres illégales au conseil d'administration et a volé mes parts. Cette mallette contient la trace écrite de son évasion fiscale offshore, les sociétés écrans qu'il a utilisées pour blanchir de l'argent, et le détournement de fonds qui a construit son faux empire. Remets ça à la SEC et Arthur mourra en prison fédérale. Sous le choc, j'ai feuilleté les documents jaunis. Code de virement, bilan frauduleux, signatures accablantes. C'était un arrêt de mort d'entreprise indéniable. Mais ce n'est pas le coup de grâce, a dit Estelle, ses yeux brillants d'une joie venimeuse. Elle m'a tendu un document plastifié plié. Ceci est. J'ai déplié. C'était un rapport de test génétique d'un laboratoire privé. Sujet A, Arthur Sterling. Sujet B, Van Sterling. Probabilité de paternité, 0%. Mon cerveau a court-circuité. Vaughn n'était pas le fils biologique d'Arthur. Exactement, a souri Estelle, lisant mon expression. Vaughn est le produit de Béatatrice qui a écarté les jambes pour un pro de tennis au country club il y a 35 ans. Arthur l'a découvert, mais il était obsédé par l'image publique et avait besoin d'un héritier pour projeter le pouvoir. Alors, il a revendiqué le bâtard. Mais en privé, il méprisait Vaughn. C'est pourquoi il était si violemment strict et émotionnellement abusif avec lui. C'est le secret le plus sombre et le plus humiliant de la famille Sterling. Estelle a tapoté la table avec son ongle manucuré. Je te donne leur destruction. À toi de voir comment tu l'utilises. J'ai regardé la femme impitoyable en face de moi, puis le rapport ADN dans mes mains tremblantes.
La confusion suffocante à propos du bébé dans mon ventre s'est évaporée instantanément, remplacée par une clarté froide et cristalline. Estelle venait de me donner Excalibur, et j'allais viser la jugulaire. Les vacances de la famille Sterling à Maui se sont terminées en catastrophe absolue. Ils ne sont pas rentrés en première classe sur Delta. Après avoir mendié des prêts auprès d'amis déconcertés du country club, ils ont réussi à rassembler assez d'argent pour prendre un vol de nuit en stand-by sur Spirit Airlines. Leur carte de crédit était du plastique inutile. Leur compte en banque saisi. Ils sont retournés à la consumée par l'épuisement, la rage et une profonde confusion. La première onde de choc massive les a frappés lorsque leur Uber s'est arrêté devant le domaine de Calabaza. Les familiers portails en fer forgé étaient ouverts et une flotte de camions de déménagement était garée dans l'allée. Une famille qu'ils n'avaient jamais vue auparavant dirigeait des déménageurs transportant des meubles modernes du milieu du siècle dans le hall. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» a rugi Arthur, montant l'allée en trombe. « Qui diable êtes-vous ? Dégagez de ma propriété. » Le nouveau propriétaire, le cadre de la tech, a regardé Arthur comme s'il était un fou. « Votre propriété ? Vous devez être perdu, mon pote. Je viens de conclure la vente de cette maison vendredi. L'acte est à mon nom. » « Conclu ? Acheté à qui ? » a crié Béatatrice, le visage cendré. « L'ancien propriétaire. »« Sloan » a répondu l'homme sans détour. Le nom de Sloan est tombé sur la famille Sterling comme une bombe intelligente. Von est resté figé sur la pelouse manucurée, l'air d'avoir complètement perdu la tête. Sa femme docile et obéissante avait vendu son manoir de plusieurs millions de dollars sous son nez et avait légalement coupé leur seul point d'ancrage à la. Humiliés et effectivement sans abri, les Sterling ont été contraints de s'enregistrer dans un motel miteux près de l'autoroute 405. La deuxième onde de choc a frappé le lendemain matin. Arthur est entré dans une agence de Bank of America pour exiger de retirer de l'argent d'un compte d'urgence caché. Le caissier l'a informé que, conformément à une directive fédérale de l'unité des crimes financiers du LAPD, son numéro de sécurité sociale ainsi que ceux de toute sa famille avaient été signalés et gelés pour suspicion de vol d'identité et de fraude électronique. Pas de maison, pas d'argent, pas d'identité légale. La panique s'est transformée en une rage psychotique aveuglante. Dans la chambre de motel exiguë et sordide, il n'y avait qu'une seule cible pour le reine. Moi. Il savait que j'avais orchestré cela. Je vais trouver cette ingrate et la mettre en pièces, a crié Béatatrice en jetant une lampe de motel bon marché contre le mur. Van, qui était dans un état de choc catatonique depuis 48 heures, a finalement craqué. Il ne pouvait pas accepter que j'aie exécuté seul cette masterclass en ruine. Il supposait qu'une firme rivale me soutenait. Mais il avait besoin de sang. On va à son bureau, a grogné Van, les yeux injectés de sang et maniaque. On la traînera dans le hall. On exigera qu'elle annule les gels et reprenne tout. Ce que les Sterling ne savaient pas, c'est que j'étais assise à mon bureau, attendant exactement cela. Le lendemain matin, je suis arrivé à la maison d'édition dans le centre-ville de là, habillé pour un enterrement. Je portais un tailleur pantalon cramoisi, la couleur de l'autorité, la couleur du sang. J'ai méticuleusement appliqué mon maquillage, cachant les cernes de ma fatigue de grossesse, ne projetant qu'une armure glaciale et impénétrable. Je n'étais plus la victime. Aujourd'hui, j'étais l'exécutrice. Callahan avait positionné 2 agents de sécurité privés en civil dans le hall. Mon cousin de clan avait garé sa voiture banalisée du LAP dans la ruelle arrière, son unité en attente. À l'étage, dans la salle de conférence exécutive vitrée, un projecteur était connecté à mon MacBook. Sur ce bureau étaient chargées toutes les preuves. J'avais tendu un piège parfait et les animaux enragés couraient droit vers l'appât. Juste avant 10 heures, mon téléphone a vibré. C'était de Clan, sa voix vibrait d'excitation. Sloan, j'ai reçu les résultats urgents du laboratoire. Un petit cadeau de départ pour le grand final. Quel résultat, Deck, ai-je demandé, mon rythme cardiaque s'accélérant. Quelques jours plus tôt, après avoir confronté Tatum dans le Penthouse de Century City, j'avais confié à Declan une faveur très peu orthodoxe. Utilisant son badge, il a obtenu l'ADN de Vaughn et de son frère Brox à partir d'une arrestation antérieure pour conduite en état d'ivresse mineure et l'a comparé à un follicule pileux que Tatum avait laissé sur le canapé blanc immaculé lorsqu'elle s'était agressivement penchée vers moi. C'était à la limite de l'illégalité, mais je ne jouais plus selon les règles. Tu es assise, a ri Declan d'un rire sombre. Le gamin que Tatum porte.
Ce n'est pas celui de Van. J'ai arrêté de respirer. Pas celui de Van? Alors de qui est-ce? C'est celui de Brox. Son frère aîné. Ma mâchoire s'est pratiquement décrochée. Le choc a été immédiatement éclipsé par une vague d'euphorie enivrante et terrifiante. Ce n'était pas une trahison standard. C'était une tragédie shakespearienne. La maîtresse bien-aimée, le vaisseau portant le sacré héritier Sterling, était le produit d'une trahison incestueuse. Le frère aîné couchait avec la maîtresse du frère cadet. L'arbre généalogique des Sterling était pourri jusqu'à la moelle. « Deck, tu es un dieu », ai-je murmuré, un sourire glacial se dessinant sur mon visage. « Envoie-moi le PDF immédiatement. » J'ai glissé le PDF dans un dossier du bureau intitulé « L'échec et maths ». J'avais tout. La fraude d'entreprise, les virements bancaires, et les 2 secrets génétiques les plus catastrophiques de leur histoire familiale. J'ai demandé à mon PDG et au chef de département de me rejoindre dans la salle de conférence pour une réunion de conformité d'urgence, les prévenant qu'il s'agissait d'une affaire de sécurité personnelle qui pourrait avoir un impact sur l'entreprise. Une curiosité morbide a rempli la salle. Je voulais un public. Je voulais que l'humiliation des Sterling soit un spectacle public. À 10h15, les portes de l'ascenseur ont sonné et le chaos a éclaté à l'étage exécutif. La famille Sterling a contourné la réceptionniste et a pris d'assaut l'open space. Vaughn menait la charge, l'air dérangé et féroce, suivi de près par ses parents, Brox et la femme de Brox. « Sloan, ramène ton cul ici tout de suite », a rugi Rohan, ignorant les halètements horrifiés de mes collègues. Je suis sorti calmement de la salle de conférence vitrée et les regardai droit dans les yeux. « Y a-t-il une raison pour que vous criez dans mon lieu de travail, monsieur Sterling? Ne joue pas les innocentes avec moi, espèce de psychopathe. » Béatatrice s'est jetée en avant, levant la main pour me gifler. Mais les 2 agents de sécurité se sont matérialisés instantanément, lui saisissant les bras et la repoussant. « Pourquoi as-tu vendu la maison? Pourquoi mes comptes sont-ils gelés? Que as-tu dit aux flics ?» a crié Van, postillonnant en hurlant. J'ai souri, un sourire doux et terrifiant de calme. « Je pense que ce sont d'excellentes questions, Van. Pourquoi n'entrerions-nous pas dans la salle de conférence pour examiner les réponses? Sauf si tu veux que tout l'étage entende. » Sans attendre de réponse, je me suis retourné et suis entré dans la salle de conférence. Les cadres étaient assis dans un silence stupéfait. Les Sterling, aveuglés par la rage et la confusion, se sont entassés derrière moi. Une fois les portes vitrées fermées, j'ai pris la télécommande du projecteur et me suis tenu à la tête de la table en acajou. « Bienvenue, famille Sterling. » Ma voix a résonné contre le verre. J'ai rassemblé tout le monde ici pour présenter un court documentaire. Le titre est Fraude au point. J'ai appuyé sur le bouton. L'écran massif s'est illuminé, affichant les photos haute résolution de Van et Tatum s'embrassant sur la plage à Maui. La salle a éclaté en murmures étouffés. Le visage de Van est devenu blanc comme un linge. Acte 1, infidélité, ai-je déclaré cliniquement. Mon mari, Von Sterling, a utilisé des fonds matrimoniaux pour financer une double vie avec une femme nommée Tatum Vance, la mettant enceinte. De plus, Arthur et Béatatrice Sterling ont non seulement facilité cette liaison, mais l'ont célébrée en finançant des vacances de luxe avec de l'argent volé sur mes comptes. J'ai de nouveau cliqué. L'écran est passé aux documents de prêt commercial falsifiés et aux journaux de transfert de la banque Chase. Acte 2, vol qualifié et fraude électronique fédérale. Von Sterling a détourné des biens communautaires pour acheter à sa maîtresse un pantouse de 3 millions de dollars et a falsifié ma signature pour obtenir une dette d'entreprise, un crime passible d'une peine de prison fédérale obligatoire. Arthur a frappé la table de ses poings, la salive volant de ses lèvres. Menteuse, vengeresse. Comment osez-vous diffamer mon entreprise devant ces gens? Vous diffamez? J'ai éclaté d'un rire sec et froid. Écoutons l'audio. J'ai appuyé sur play sur mon MacBook. La voix stridente de Béatatrice a retenti dans les haut-parleurs de la salle de conférence. Prends l'immobilier et sors de nos vies. Ce joli petit titre de vice-présidente que tu as à la maison d'édition, je joue au golf avec ton PDG. Je peux te faire mettre sur liste noire d'ici vendredi. Les cadres dans la salle ont regardé Béatatrice avec un dégoût manifeste. Mon PDG a croisé les bras, la fusillant du regard. Béatatrice s'est effondrée dans un fauteuil en cuir, ses jambes la lâchant,
la couleur quittant son visage alors qu'elle réalisait qu'elle était enregistrée en train de commettre une extorsion. Et maintenant, pour le grand final, ai-je dit, fixant mes yeux entièrement sur Vaughn. Vous étiez si incroyablement fier de votre fils, n'est-ce pas, Van? Le grand héritier Sterling. J'ai cliqué. Le rapport ADN que DeClan avait envoyé s'est affiché à l'écran. Je l'ai lu à voix haute, ma voix résonnant comme un juge prononçant une condamnation à mort. Analyse de paternité, sujet Brooke Sterling et le fœtus à naître de Tatum Vance. Conclusion, 99,9% de probabilité de paternité. Le silence s'est fait dans la salle de conférence. On aurait pu entendre une mouche voler. Van a lentement tourné la tête, regardant son frère aîné avec un air de rupture psychotique pure et sans mélange. Brox a reculé en titubant, secouant la tête rapidement tandis que la femme de Brox poussait un cri guttural et s'effondrait au sol. Tu as couché avec elle, a murmuré Van, sa voix se brisant en un gémissement. Tu as couché avec Tatum. Mais attendez, je n'ai pas fini, ai-je crié par-dessus le chaos qui s'ensuivait, ma voix commandant la salle. Il y a un dernier secret. Un secret qu'Arthur a gardé enfoui pendant 35 ans. J'ai cliqué une dernière fois. Le rapport ADN vintage d'Estelle a rempli l'écran. Vont, ai-je dit, ma voix baissant à un murmure qui a somehow percé les cris. Ce père qui t'a maltraité, qui exigeait la perfection, ce n'est pas ton père biologique. Ta mère a couché avec un professeur de tennis. Tu n'es pas un Sterling. Tu n'es rien. C'était le coup de grâce. Le fil qui tenait la santé mentale de Von s'est violemment rompu. Il a poussé un rugissement féroce et angoissant, le son d'un animal qu'on égorge, et s'est jeté sur la table de la salle de conférence, ses mains tendues vers ma gorge. Je vais te tuer. Avant même que ses doigts n'effleurent mon blazer, les portes vitrées ont explosé. Lappe, à terre. 2 clans et 3 officiers en uniforme ont envahi la pièce. 2 clans a plaqué Vaughn en plein vol, le projetant face contre la table en acajou et lui passant les menottes au poignet. Von Sterling, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'agression criminelle, fraude électronique fédérale et vol d'identité, a aboyé 2 clans en le relevant par le col. Il s'est tourné vers les parents hystériques. Arthur et Béatrice Sterling, Brock Sterling, vous venez tous au centre-ville pour interrogatoire concernant le détournement de fonds d'entreprise, l'extorsion et la complicité de fraude. Toute la dynastie a été physiquement traînée hors de la salle de conférence, menottée, et paradée à travers l'open space sous les yeux de mes collègues, dans un silence de stupeur absolue. La pièce était terminée. Le rideau était tombé. En les regardant disparaître dans l'ascenseur, j'ai inconsciemment posé une main sur mon ventre. La tempête avait ravagé la terre, mais j'étais la seule survivante. L'incident dans le gratte-ciel de Century City a explosé comme une bombe nucléaire dans la haute société de Los Angeles. Une vidéo de la confrontation dans la salle de réunion, enregistrée secrètement par un stagiaire, a fuité sur TMZ et est devenue astronomiquement virale. Du jour au lendemain, ma vengeance est devenue l'obsession d'Internet. Les gros titres étaient inévitables, une vice-présidente de l'édition anéantit ses beaux-parents milliardaires dans une salle de réunion d'entreprise. Révèle inceste, fraude et faux héritiers. La frénésie médiatique était étouffante, mais contrairement à la plupart des scandales, le tribunal de l'opinion publique était violemment de mon côté. Ils m'ont surnommé la grosse de fer. J'ai été célébré pour mon génie tactique, mon sang-froid et mon refus d'être une victime. Les forums féminins ont explosé, disséquant ma vengeance comme la masterclass ultime pour survivre à des mariages toxiques. La famille Sterling a été universellement éviscérée. Pour échapper à l'ouragan, j'ai demandé un congé sabbatique à durée indéterminée de la maison d'édition et je me suis retiré dans le domaine de mes parents à Pasadena. J'ai éteint mon téléphone, ignoré les offres de contrat de livres et je me suis concentré sur la seule chose qui comptait, le petit battement de cœur en moi. Un soir, j'étais assise sur la terrasse avec mes parents. Mon père, venant de lire un éditorial louant mes manœuvres juridiques, a posé son iPad et m'a regardé longuement. Sloan, sa voix profonde était incroyablement douce. Qu'est-ce que tu vas faire pour le bébé? J'ai frotté mon petit ventre en silence. Ma mère a tendu la main sur la table de la terrasse et m'a serré la main, ses yeux brillants d'un amour féroce. Quelle que soit ta décision, nous sommes ton bouclier. Si tu veux cet enfant, nous t'aiderons à l'élever. C'est notre petit enfant, notre sang. Le bébé est innocent dans tout ça. Des larmes,
réelle et purificatrice, ont finalement coulé sur mes cils. Elle avait raison. Le bébé était innocent. La corruption appartenait aux adultes. J'avais exécuté ma vengeance. J'avais légalement et socialement exécuté les monstres qui avaient essayé de me détruire. Je ne pouvais pas laisser mon traumatisme persistant justifier la fin d'une vie innocente. Je garde le bébé, ai-je dit, ma voix stable et claire. Et je l'élèverai pour qu'il soit tout ce que les Sterling ne sont pas. Il est mon fils. À moi seul. Mon père a expiré longuement, un sourire fier se dessinant sur son visage sévère. Parlez comme une vraie. Tu es devenu une véritable titan, Sloan. Pendant que je trouvais ma paix, une autre actrice de la tragédie a fait son dernier mouvement. Tatum Vance, après avoir regardé la vidéo virale et réalisé que l'Empire Sterling avait été saisi par les fédéraux, n'a pas hésité. Possédant les instincts de survie d'une arnaqueuse chevronnée, elle a emballé tous les sacs de créateurs qu'elle possédait, liquidé tous les bijoux qu'elle avait et a disparu dans la nature. Lorsque le FBI a perquisitionné le penthouse de Century City une semaine plus tard, ils ont trouvé un appartement vide et la plaque en laiton famille Sterling brisée sur le sol en marbre. Elle s'est enfuie, emportant l'enfant incestueux d'une dynastie en ruine, laissant les hommes qui avaient détruit leur vie pour elle pourrir. Quelques mois plus tard, après que la poussière soit retombée, j'ai reçu une lettre recommandée d'un pénitencier fédéral. Elle venait de Vaughan. Il demandait une visite. Callahan m'a fortement conseillé de l'ignorer, mais j'avais besoin de tourner la page. Pour sceller définitivement le tombeau de mon passé, je devais regarder le cadavre une dernière fois. J'ai conduit jusqu'à l'établissement correctionnel fédéral par un après-midi gris et couvert. Je me suis assise dans la cabine de visite stérile, regardant à travers le plexiglas épais. Quelques minutes plus tard, le gardien l'a fait sortir. Je l'ai à peine reconnu. Le cadre arrogant et impeccablement soigné avait disparu. À sa place se trouvait un fantôme vidé de sa substance dans une combinaison orange trop grande. Sa tête était rasée et ses yeux étaient enfoncés, des puits sombres d'insomnie et de désespoir. Quand il m'a vu, il a frappé ses mains contre la vitre, une lueur pathétique d'espoir brillant dans ses yeux morts. « Sloan, tu es venu. Je savais que tu viendrais, a-t-il râpé. Je me suis assise avec une posture parfaite, mon visage un masque d'apathie absolue. Sloan, je suis tellement désolé. Il s'est effondré en sanglots violents, secouant ses épaules frêles. Je sais que les mots n'ont plus de sens maintenant. J'étais un monstre. J'étais l'excuse la plus faible et la plus pathétique pour un homme. J'ai ruiné la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Maudis-moi, crache-moi dessus, fais ce que tu veux. Mais s'il te plaît, dis-moi juste que tu me pardonnes. J'ai offert un sourire microscopique et glacial. Penses-tu honnêtement que mon pardon change ta réalité, Von? Est-ce que ça annule la falsification des documents? Est-ce que ça sort ton père de la détention fédérale? Je sais que non. Il a appuyé son front contre la vitre, pleurant. Je n'ai même pas le droit de demander. J'avais juste besoin de te voir. De demander. Le bébé. Tu as gardé le bébé, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé. Sloan, s'il te plaît, a-t-il supplié en glissant le long de la vitre. Protège notre enfant. Il n'a rien fait de mal. C'est mon sang. S'il te plaît, laisse-moi juste être un père pour lui, même derrière les barreaux. Quand je sortirai, je ferai du travail manuel jusqu'à ma mort pour subvenir à vos besoins. Mon fils, les jeux corrigés, ma voix plus froide que l'azote liquide. Cet enfant est à moi. Il n'a absolument aucun lien avec toi ou le nom Sterling. Tu es mort pour nous. Van a tressailli comme si je l'avais abattu, puis a lentement, douloureusement hoché la tête. D'accord. D'accord. Tant que tu le gardes en sécurité, j'accepte mon enfer. Il a hésité, regardant par-dessus son épaule le gardien avant de baisser la voix à un murmure frénétique. Sloan, il y a une dernière chose. Ma tante Estelle, la femme qui t'a donné les dossiers. J'ai légèrement froncé les sourcils. Tu dois surveiller tes arrières, a murmuré Van, une terreur absolue vibrant dans sa voix. Elle n'est pas la justicière que tu crois. Elle déteste notre famille, oui, mais c'est une psychopathe. Elle ne t'a pas aidé par solidarité. Elle t'a utilisé comme une torpille pour couler mon père afin de pouvoir acheter les actifs liquidés de Sterling Enterprises pour une bouchée de pain.
Sa cruauté fait passer mon père pour un saint. Ne la laisse pas t'entraîner dans son orbite. Avant que je puisse répondre, la sonnerie a retenti. Les heures de visite étaient terminées. Alors que les gardiens l'emmenaient par les aisselles, Vaughn n'arrêtait pas de tourner le cou pour me regarder, mimant les mots « surveille tes arrières ». Je suis resté seul dans la cabine, l'esprit en ébullition. Un avertissement d'un sociopathe condamné n'était guère parole d'évangile, mais il a planté une graine sombre dans mon esprit. Qui était Estelle vraiment? Mais aussi vite que la paranoïa a monté, je l'ai écrasée. Peu importait qui elle était. Ma guerre était terminée. À partir de cette seconde, je vivais pour moi-même et pour mon fils. Le passé et tous ces démons resteraient enfermés en permanence derrière ce plexiglas. Un an plus tard, j'étais assise sur la terrasse en cèdre d'une superbe maison moderne du milieu du siècle, perchée sur les falaises de Carmel by the Sea. La brise fraîche du Pacifique s'en mêlait dans mes cheveux, transportant l'odeur du sel de mer et des pins de mon trait. Le smog, le bruit et les souvenirs toxiques de Los Angeles étaient à une vie de là. J'avais choisi cette enclave artistique et tranquille du nord de la Californie pour construire mon empire. Un cri aigu et exigeant de la nurserie a interrompu ma rêverie. J'ai souri et suis entré. Debout dans un berceau en chêne sur mesure se tenait un petit ange potelé et furieux. Il avait mes grands yeux sombres et mon menton têtu. Je l'ai nommé Rowan, lui souhaitant une vie ancrée dans la force et une liberté inébranlable. La naissance de Rowan avait été l'exorcisme ultime de mon traumatisme. En le regardant dormir, en écoutant son rire sans retenue, je savais avec une certitude absolue que choisir la vie était la plus grande victoire de ma guerre. Avec les 3,2 millions de dollars en espèces de la vente de Calabaza, j'ai orchestré ma renaissance. J'en ai mis la moitié dans une fiducie à haut rendement pour Rowan, j'ai acheté la maison sur la falaise de Carmel et j'ai passé mes journées à écrire. J'ai canalisé chaque once de ma rage, de mon chagrin, de ma guerre tactique et de ma libération ultime dans un mémoire. Je l'ai intitulé « Renaître de ses cendres ». Le livre a été un succès thermonucléaire. Il a atteint la liste des best-sellers du New York Times dès sa première semaine et y est resté pendant 6 mois. Il est devenu le manuel de survie définitif pour les femmes piégées dans des mariages narcissiques et abusifs. De vice-présidente d'entreprise, je me suis transformé en icône littéraire et en symbole de l'émancipation des femmes. Utilisant l'afflux massif de redevances, j'ai matérialisé mon dernier rêve. J'ai fondé une organisation à but non lucratif appelée la Fondation Éclat Intérieur. Nous fournissions une représentation juridique d'élite, des comptables judiciaires et un hébergement d'urgence pour les femmes tentant d'échapper à des mariages financièrement abusifs. La fondation s'est rapidement développée, devenant une épée mortelle pour les femmes qui se croyaient impuissantes. Quant aux Sterling, le système judiciaire les a réduits en poussière. Arthur Sterling a été condamné à 15 ans de prison fédérale pour évasion fiscale, fraude électronique et blanchiment d'argent. Sterling Enterprises a été dissoute par la SEC, ses actifs liquidés pour payer les amendes fédérales massives. Vaughn a été condamné à 7 ans pour faux en écriture et tentative d'agression. Brooks a plaidé coupable et a obtenu 5 ans de probation, détruisant sa carrière. Béatatrice, dépouillée de sa richesse, de son statut de country club et de son esprit, a été placée dans un établissement psychiatrique d'État. La dynastie a été anéantie. Je n'ai plus jamais pensé à eux. Un soir, la Fondation Éclat Intérieur a organisé un grand gala de charité dans un complexe de luxe à Pebble Beach. En tant que fondatrice, je portais une superbe robe émeraude, naviguant dans la salle de bal et obtenant des dons. Rowan, maintenant un bambin chaotique dans un minuscule smoking, était porté par ma mère, absorbant l'adoration de la foule d'élite. Alors que je passais en revue une feuille d'enchères, une voix profonde et familière a parlé derrière moi. Sloan, est-ce vraiment toi? Je me suis retourné pour voir un homme grand, beau et robuste avec des yeux gentils et des lunettes cerclées de films souriants. J'ai cligné des yeux, mon cerveau luttant pour le replacer hors contexte avant que ça ne fasse tilt. Kellen. Oh mon Dieu, Kellen, ai-je ri en le serrant dans mes bras. Qu'est-ce que tu fais ici? Je pourrais te poser la même question, mais j'ai vu ton visage sur l'affiche du gala, a-t-il gloussé. J'ai lu ton livre, Sloan. C'est un chef-d'œuvre. Je n'avais aucune idée que tu avais traversé tout ça. Tu es terrifiante de génie. Kellen était un vieil ami de mes années de premier cycle à l'UCLA. C'était le major en architecture, calme et brillant, qui m'apportait du café quand je passais des nuits blanches à la bibliothèque.
Nous nous sommes perdus de vue après l'obtention de notre diplôme. Il était maintenant un architecte durable très recherché en ville, concevant un nouvel éco-resort sur la côte et avait acheté un billet pour le gala dès qu'il a vu que j'en étais l'hôte. Nous avons passé le reste de la nuit à parler sur la terrasse, le son de l'océan s'écrasant en contrebas. Kellen était apaisant. Il ne me traitait pas comme la rose de fer ni ne fouillait dans les détails macabres de mon divorce. Il me regardait simplement. Me regardait vraiment, avec une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis une décennie. Plus tard dans la nuit, alors que je bordais Rowan dans son berceau, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. C'est Vaughn. Je suis bientôt éligible à une audience de libération conditionnelle. Peux-tu envoyer une photo du garçon, s'il te plaît? Je n'ai rien d'autre. J'ai fixé l'écran lumineux. Mon pouls n'a pas augmenté. Mes mains n'ont pas tremblé. Je n'ai absolument rien ressenti. J'ai glissé vers la gauche, supprimé le message et bloqué le numéro. Cet homme était un fantôme, et je ne croyais plus aux hantises. Quelques jours plus tard, Kellen est venu à la maison de Carmel. Il n'a pas apporté de bouquets extravagants ni essayé de m'impressionner avec une Rolex. Au lieu de cela, il est entré en portant une magnifique maquette architecturale en bois, finement sculptée à la main, d'une cabane dans les arbres qu'il avait construite lui-même pour Rowan. Rowan a poussé un cri de joie, a attrapé le jouet et a immédiatement entraîné Kellen sur le tapis du salon pour jouer. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, sirotant mon café, regardant cet homme brillant et gentil construire patiemment des tours en bois avec mon fils. La scène était si profondément paisible qu'elle m'a fait mal à la poitrine de la meilleure façon possible. Kellen a levé les yeux du sol, croisant mon regard. Il a offert un sourire doux et sincère. Sloan, je sais que ta vie est incroyablement remplie en ce moment, mais si tu es ouverte à l'idée, j'aimerais vraiment t'emmener dîner. Juste toi et moi. J'ai regardé Kellen, puis Rowan, qui riait aux éclats alors qu'un bloc de bois tombait. J'ai senti la glace qui avait enveloppé mon cœur ces 2 dernières années fondre enfin, de façon permanente. J'ai souri en retour. Le soleil du matin filtrait à travers les immenses baies vitrées, baignant la pièce d'or. J'adorerais ça, Kellen. Un nouveau jour s'était levé sur la côte californienne, un jour sans tempête, sans tromperie et sans guerre. Il n'y avait que le bleu infini du Pacifique, la chaleur du soleil et la certitude tranquille et absolue d'un bonheur que j'avais combattu en enfer pour mériter.